Merci de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce vendredi sur A12 Télévision. Voici les titres de ce journal. Les armées des pays de la Corne de l'Afrique vont fédérer leurs forces pour venir à bout de la menace islamiste Chebab. C'est la décision qu'ont prise ce jeudi les chefs d'État de la région à l'issue du sommet qui les réunissait à Mogadiscio en Somalie. Le pape François face aux horreurs de la guerre en RDC. Ce jeudi, le chef de l'église catholique a été ébranlé lors d'une rencontre avec les victimes des conflits qui minent le pays le plus grand d'Afrique centrale. Et puis le Tchad qui dispose désormais d'une ambassade en Israël. C'est le président Mahamat Déby Itno qui a procédé à la réinstallation effective de son ambassade à Tel Aviv, marquant ainsi la reprise officielle des relations diplomatiques entre les deux pays. Retour sur le sommet de Mogadiscio en Somalie contre le terrorisme. Ce jeudi, les chefs d'État de la Corne de l'Afrique ont décidé de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre l'insurrection djihadiste menée par les islamistes Chebab. Le point dans cet élément. À l'issue du sommet organisé par le président somalien Hassan Sheikh Mohamud pour lutter contre le groupe islamiste Al-Shabaab, les leaders présents se sont engagés dans un effort final afin de libérer la région de la menace islamiste. Le Kenyan William Ruto, le Djiboutien Ismail Omar Guelleh et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed étaient tous présents au sommet organisé par le président somalien à Mogadiscio. Les dirigeants se sont engagés à poursuivre et détruire par l'armée, la finance et l'idéologie les djihadistes dans leurs bastions du sud et du centre de la Somalie, dans une campagne opérationnelle robuste impliquant les 4 pays. Ces derniers mois, l'armée somalienne et les milices claniques locales ont repris des pans de territoire aux insurgés lors d'une opération soutenue par des frappes aériennes américaines et la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. La guerre et ses horreurs, le pape François les a découvertes ce jeudi, les affres des exactions des conflits qui minent la République démocratique du Congo. Lors d'une rencontre avec les victimes des atrocités de notre âge lui ont été décrites. Regardez. Au deuxième jour de son déplacement en RDC, le pape François s'est entretenu avec des victimes des violences dans l'Est, venues le rencontrer à Kinshasa. Après avoir entendu ces témoignages d'une barbarie inouïe, le pape a dénoncé des atrocités brutales qui font honte à toute l'humanité. J'avais alors 16 ans. J'ai été retenue comme esclave sexuelle et j'ai subi des maltraitances pendant 3 mois. Chaque jour, c'est 5 à 10 hommes qui abusaient de chacune de nous. Ils nous faisaient manger la pâte de maïs et la viande des chairs des hommes tués. Les femmes et jeunes filles payent souvent un lourd tribut, les violences sexuelles étant considérées comme une arme de guerre. Issues des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu ou encore de l'Ituri, les personnes présentes avaient apporté les armes utilisées par leurs bourreaux. Saint-Père, nous voulons que le mal perpétré en Ituri s'arrête, qu'il soit puni et réparé. Nous voulons vivre en toute dignité des fils et filles de Dieu. Les combats qui opposent groupes rebelles et milices à l'armée nationale soutenue par la force est-africaine ont déjà généré des centaines de milliers de déplacés. Incline humblement la tête et la douleur dans le cœur, je lui demande pardon pour la violence de l'homme sur l'homme. La violence de l'homme sur l'homme. Père, aie pitié de nous. Console les victimes et ceux qui souffrent. Convertis le cœur de ceux qui commettent des cruelles atrocités. Le chef de l'église catholique devait initialement se rendre à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, une étape supprimée en raison de la recrudescence des combats et des risques pour sa sécurité. Tous les deux sont en proie à des insurrections djihadistes. Tous les deux ont également décidé de renoncer à l'appui militaire de la France. Hier déjà, nous vous l'annoncions, le Burkina Faso et le Mali songent désormais à marcher vers la création d'une fédération. Plus de précisions dans ce reportage d'Africa News. Le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachimson Kellem de Tambela, en visite au Mali voisin cette semaine, a suggéré la création d'une fédération entre son pays et le Mali. Les deux États confrontés à la violence djihadiste et dirigés par des militaires putschistes qui ont exigé le départ des soldats français de leur territoire se sont rapprochés ces derniers mois. Souveraineté, liberté de choix de ses partenaires, défense obstinée des intérêts du peuple malien.
Je suis certain que ces principes-là sont partagés par tous les peuples qui veulent se prendre en charge. Et nos frères et amis du Faso, je suis convaincu, doivent avoir des exigences similaires. Pour le chef du gouvernement malien, Choguel Kokala Maïga, cette visite de travail va renforcer les liens de coopération sur les plans sécuritaires, mais aussi économiques, entre la République du Mali et le Burkina Faso. Nous sommes prêts à partager notre expérience, nos idées et nous enrichir des idées et des expériences des autres, surtout de nos frères avec lesquels on a le même objectif. KLM de Tambela a pour sa part rappelé une tentative passée de créer une fédération en Afrique de l'Ouest francophone, un projet mort né de réunir le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin, peu avant leur indépendance de la France en 1960. Mettons le cap à présent sur l'Ukraine où la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue ce jeudi à la veille d'un sommet entre l'Union européenne et l'Ukraine. Les deux parties doivent discuter clairement des moyens d'accélérer le processus d'intégration de l'Ukraine au sein de la grande famille européenne. Mais avant, l'hôte de Volodymyr Zelensky a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. Une visite hautement symbolique pour souligner l'engagement de l'Union européenne auprès de l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne a fait le déplacement jeudi à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ursula von der Leyen était accompagnée de 15 commissaires européens pour des entretiens bilatéraux avec le gouvernement. Ces rencontres se sont déroulées sur le territoire d'un pays en guerre, un message supplémentaire envoyé à la communauté internationale. Mais au-delà des symboles, le président ukrainien réclame de nouvelles sanctions contre la Russie. La présidente de la Commission promet qu'elles seront prêtes dans quelques jours pour la date anniversaire du déclenchement de la guerre. We will introduce with our G7 partners an additional price cap on Russian petroleum products. And by the 24th of February, exactly 1 year since the invasion started, we aim to have the 10th package of sanctions in place. Les représentants de la Commission et les membres du gouvernement ukrainien ont aussi évoqué l'adhésion du pays à l'Union. Kiev espère rejoindre rapidement le projet européen et ne cache pas sa frustration face aux divisions entre les États membres qui ne veulent pas pour le moment d'une procédure accélérée. L'Ukraine doit continuer le processus de réforme. En réponse, les autorités assurent poursuivre la lutte contre la corruption. Dans le même temps, le chef de la diplomatie de l'Union promet de doubler le nombre de soldats ukrainiens formés par les armées européennes. Josep Borrell s'engage aussi à fournir des moyens supplémentaires pour mener une campagne de déminage. Ces rencontres se poursuivront vendredi par un sommet entre l'Union et l'Ukraine. Pendant ce temps, l'Ukraine espère l'arrivée de nouvelles armes face à la pression des Russes sur le front Est, notamment à Bakhmout. Londres n'exclut pas l'envoi d'avions de chasse en plus des chars d'assaut. Même si prévient le ministre britannique de la Défense, la préparation des pilotes ukrainiens pourrait être assez longue sur ce nouveau type d'appareil. Les derniers habitants restés à Bakhmout, ville de l'Est de l'Ukraine, refusent de fuir devant les forces russes. Moscou tente depuis des mois de prendre le contrôle de cette ville. De son côté, Kiev attend de nouvelles livraisons d'armes promises par le bloc occidental pour continuer de résister. Pendant ce temps, dans la région de Kherson, les soldats ukrainiens cherchent un moyen de traverser le fleuve Dniepr sans subir trop de pertes. Pour certains alliés de Kiev, pour faire pencher la balance, l'aide militaire doit être encore plus importante. Le nouveau président tchèque Petr Pavel a déclaré jeudi que l'Occident devrait fournir à l'Ukraine tout type d'armes à l'exception du nucléaire. De son côté, Londres n'exclut pas d'envoyer des avions de chasse. It's easy to sort of get carried away and last week we gave tanks and what next can we promise? There are things to promise next and I've said in the Chamber of the House of Commons I'm very open to examining all sorts of systems and not just jets to give Ukraine that assistance. But these things don't always happen overnight. Alors que Kiev accueille ce vendredi un sommet avec l'Union européenne, les autorités ukrainiennes ont lancé mercredi une vaste opération anticorruption visant administration, fonctionnaires et personnalités. Kiev, dont l'effort de guerre dépend en large partie du soutien de l'Europe et des États-Unis, veut rassurer ses alliés.
Direction Tel Aviv en Israël, où le chef de l'État tchadien Mahamat Déby Itno séjournait ce jeudi dans le cadre du renforcement de l'axe Jérusalem-N'Djamena. Le numéro 1 tchadien qui avait à ses côtés le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou a procédé à l'inauguration de l'ambassade du Tchad en Israël. Reportage. Un olivier planté en signe de paix et de fraternité, et ce à quelques jours de la fête juive de Tou Bishvat. Ce mercredi, lors de sa première visite en Israël, le président Mahamat Idriss Déby a officiellement rétabli les relations israélo-tchadiennes. Lors d'une cérémonie avec Benjamin Netanyahou, les deux hommes en ont profité pour annoncer l'ouverture de l'ambassade du Tchad en Israël ce jeudi. Demain matin, si Dieu le veut, le Tchad va ouvrir officiellement son ambassade en Israël. Une annonce faite alors que le chef de l'État tchadien est en déplacement en Israël pendant 48 heures. Mais il n'a pas précisé où sera situé le bâtiment. Le Tchad et Israël se trouvent aujourd'hui dans un tournant décisif de leur coopération. C'est surtout grâce aux efforts fournis par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, paix à son âme, et à votre investissement personnel ayant permis de renouer les relations après 5 décennies. Les relations bilatérales entre les deux pays ont été rétablies il y a 5 ans. Le pays africain à majorité musulmane avait auparavant réduit ses contacts pour protester contre l'occupation par Israël du territoire palestinien lors de la guerre des 6 jours. Ce mercredi, Mohamed Idriss Déby a également rencontré David Barnea, le chef du Mossad. J'espère que d'autres dirigeants du Moyen-Orient et d'Afrique s'inspireront de cet accord important et feront également des progrès dans leurs relations avec Israël. Le Mossad continuera d'agir pour ouvrir et faire progresser les relations avec tout État ou dirigeant avec lequel l'État d'Israël a intérêt à rechercher un accord de paix. Dans la journée, Mohamed Idriss Déby s'est également rendu à la mosquée Al-Aqsa pour prier. En 2019, Benjamin Netanyahou s'était rendu au Tchad pour une visite inédite, ouvrant la voie à une nouvelle collaboration entre les deux pays, notamment dans le domaine agricole. Le Premier ministre israélien était alors reçu par le président de l'époque, Idriss Déby, père de l'actuel président, mort en avril 2020. Le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou, qui s'est rendu quant à lui à Paris pour une visite officielle, le durcissement des sanctions contre l'Iran, le soutien militaire à Kiev. Dans cet élément, France 24 nous propose une analyse des enjeux de ce déplacement à l'Élysée. On doit reconnaître à Benjamin Netanyahou le mérite de la constance. Peu avant son départ pour la France, le Premier ministre israélien a rappelé l'une des priorités de sa politique internationale et l'objectif central de sa visite. Le principal enjeu au cœur de nos échanges sera bien sûr l'Iran et nos efforts conjoints pour combattre son agression et sa volonté d'obtenir l'arme nucléaire. Le nucléaire iranien et plus de fermeté occidentale, c'est donc l'enjeu de cette visite de Benjamin Netanyahou. Et pour ce faire, le Premier ministre a un atout de poids, la guerre en Ukraine. Israël fait miroiter la promesse d'une aide militaire à Kiev, en particulier de son système anti-aérien d'hommes de fer. Aide qui s'échangerait contre de nouvelles sanctions occidentales contre Téhéran. L'Iran, fournisseur également de matériel à la Russie dans ce conflit. Moscou, qui a d'ailleurs mis en garde l'État hébreu. À propos de la déclaration d'Israël sur la livraison d'armes, on ne classe pas les pays selon la géographie. Nous disons que tous les pays qui livrent des armes doivent comprendre que nous considérerons ces armes comme des cibles légitimes pour les forces armées russes. Côté français, on veut assurer Israël de son soutien face au terrorisme, après notamment l'attentat près d'une synagogue à Jérusalem-Est, mais aussi appeler à la retenue. Ces derniers jours, les affrontements entre Palestiniens et forces israéliennes ont fait des dizaines de morts. Dernier exemple en date à Jénine, jeudi dernier. 10 personnes sont mortes dans un raid israélien sur un camp de réfugiés. Raid le plus meurtrier depuis des années. L'actualité au Proche-Orient, c'est aussi cette volonté affichée par Bahreïn de stabiliser, voire de renforcer ses liens avec l'État hébreu. L'ambassadeur bahreïnien aux États-Unis l'a réitéré 2 ans après la signature des accords d'Abraham. Pour autant, la monarchie du Golfe insiste sur la nécessité de ne pas écarter la question palestinienne.
Manama l'assure, la capitale bahreïnie veut poursuivre ses bonnes relations avec Israël, mais exige que Jérusalem ne mette pas la question palestinienne de côté. L'ambassadeur de Bahreïn aux États-Unis, le cheikh Abdullah bin Rachid Al Khalifa, s'est exprimé la semaine dernière face aux médias israéliens. Bahreïn cherche à faire progresser ses liens avec Israël et la question palestinienne sur des voies parallèles. Négliger ce dernier domaine créerait des défis pour son pays. Il y a toujours une composante interne. Pour nous, à Bahreïn, plus la question palestinienne devient difficile, plus le risque est grand pour nous, contrairement à certains autres membres des accords d'Abraham. Les nouveaux alliés arabes sont désireux de préserver le sentiment qu'Israël n'a pas abandonné la cause palestinienne. Et si Manama est conscient des nombreux défis du gouvernement israélien, la capitale bahreïnie espère que le Premier ministre israélien puisse trouver un équilibre entre le maintien des liens avec les pays signataires des accords d'Abraham et la prise en compte des pressions qu'il pourrait subir de la part de ses partenaires de la coalition d'extrême droite. Depuis son retour au pouvoir il y a un mois, Benyamin Netanyahou a souligné que le renforcement des accords de normalisation signés en 2020 par Israël avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc serait une priorité absolue. Parmi ces accords, Israël s'est aussi engagé à étendre de manière significative l'expansion de la présence juive en Cisjordanie. Bahreïn s'est aussi exprimé sur le dossier du statu quo sur le mont du Temple de Jérusalem. Le maintien du statu quo est un élément crucial du soutien plus large de Bahreïn aux Palestiniens. Pour l'envoyé spécial, la population et le gouvernement bahreïni plaident par ailleurs pour une solution à deux États. Autre pays qui pourrait officialiser ses relations avec Israël, le Soudan. Selon un responsable israélien, Khartoum serait probablement le prochain pays musulman à rejoindre les accords d'Abraham avec Israël. Depuis plusieurs semaines, des négociations se tiendraient entre les deux pays, avec pour médiateur les États-Unis. En octobre 2020, le Soudan avait annoncé qu'il était intéressé à rejoindre les accords d'Abraham sans pour autant signer de documents officiels avec Israël. Selon le responsable israélien, Jérusalem espère par ailleurs conclure des accords avec la Mauritanie et l'Indonésie. Au total, 7 voire 8 pays arabes ou musulmans pourraient se rajouter aux accords d'Abraham. Au Portugal, c'est le 13 février prochain que doit être publié le rapport sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Les dénonciations des victimes sont nombreuses, certaines remontent à très longtemps. La commission indépendante en charge d'investiguer sur ces faits répertoriés va donc livrer ses conclusions. Le rapport final de la commission indépendante pour l'étude des abus sexuels dans l'Église catholique portugaise sera publié le 13 février. En octobre, la commission avait déjà validé 424 témoignages, mais il y a prescription pour la majeure partie des cas. Les faits rapportés présentent beaucoup d'informations similaires, ce qui renforce la cohérence des témoignages, a déclaré le président de la commission, Pedro Strecht. De graves abus sont commis depuis des décennies, et plus on remonte le temps, plus ils sont nombreux. Dans certains endroits, il s'agit de quelque chose de permanent. Pour l'association portugaise d'aide aux victimes, les premières informations communiquées par la commission ne sont pas surprenantes. C'est un chiffre important, mais nous devons être conscients que ce chiffre n'est qu'une goutte d'eau, affirme Carla Ferreira, membre de l'association. Nous savons que seulement environ un tiers des abus sexuels sont formellement signalés. Si nous prenons l'exemple de ce qui se passe dans d'autres pays et si nous tenons compte des informations dont nous disposons, les chiffres devraient augmenter au cours des prochains mois, estime le psychologue Ricardo Barroso. La commission indépendante pour l'étude des abus sexuels dans l'Église catholique portugaise a reçu le prix 2022 de l'Association portugaise d'aide aux victimes. La Commission européenne veut renforcer la compétitivité de l'industrie européenne et soutenir la transition rapide vers la neutralité climatique. Cela passe, selon la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, par la mise en place du Green Deal, un programme de financement des industries européennes opérant dans le secteur de l'énergie verte. Des précisions avec nos confrères d'Euronews. La Commission européenne a présenté ses propositions pour renforcer la compétitivité de l'industrie européenne verte et soutenir la transition rapide vers la neutralité climatique.
Baptisé plan industriel Green Deal, ce plan vise à aider les entreprises européennes actives dans les industries vertes à rester compétitives au niveau mondial. Le plan s'appuie sur des initiatives antérieures et est largement considéré comme une réaction aux grandes séries de subventions vertes accordées par d'autres pays, notamment la loi américaine sur la réduction de l'inflation. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a évité de déclarer qu'il s'agissait d'une mesure de représailles au plan américain. We welcome this. This is good news. We have since long argued that the fight against climate change is a must for our planet, a must for our economic prosperity, and a must for our strategic independence. We are competitive. We need competition. What we are looking at is that we have a level playing field in the global competition as well as a level playing field within the single market. This is for us so important. En ce qui concerne le financement, la Commission est disposée à assouplir temporairement les règles existantes en matière d'aide d'État. Mais à moyen terme, Bruxelles veut un nouveau fonds commun. Or, cette idée a déjà provoqué une vive réaction dans les capitales européennes. De nombreux États membres sont contre toute forme d'argent frais, préférant les programmes existants. D'un autre côté, l'opposition politique affirme qu'il est impossible de s'en passer. In the funding, we see that it's basically old wine in new bottles. So we see that stuff like that was already spent for in Repower, the ETS revenues, they are also now again spent, and the Corona fund is spent again. So I'm not sure this will help us, because we actually need to have, I think, additional money on the European level. So we need to discuss about where to get this additional funding from, some kind of Eurobonds, and this is crucial. Reste à savoir si le plan de la Commission verra le jour dans sa forme initiale. Il sera discuté par le Conseil européen la semaine prochaine. L'adoption finale est prévue pour le mois de mars. Cela fait exactement 107 ans que le Djidji Ayukwe, le tambour sacré des Tchamans, peuple autochtone de la capitale économique ivoirienne Abidjan, a été déporté en France dans le cadre de la politique de restitution des œuvres d'art sacrées volées aux peuples africains par la France. Ce tambour, dont le retour en Côte d'Ivoire devrait se faire de façon imminente, subit actuellement une rénovation. Regardez. C'est un travail minutieux, fait de patience et d'observation. Donc tu as retrouvé quand même la place d'un des deux morceaux. Ouais. C'est un morceau qui est conséquent quand même, ça fait quoi, 15 cm sur 5 cm. Oui, c'est quand même super d'avoir pu le trouver. Malgré sa taille et son poids, près de 4 mètres pour une demi-tonne, ce tambour est devenu très fragile suite aux attaques du temps. Il a plus d'un siècle et a subi les attaques d'insectes xylophages avant sa conservation en France. Donc l'idée, c'est de consolider le bois dans sa structure de manière à ce qu'il retrouve une certaine densité, une certaine cohérence et une solidité qui va permettre de le manipuler. Et aussi de consolider en surface des zones qui sont fragiles. Ce tambour fut confisqué au peuple bidjan par l'armée française lors de la colonisation au début du XXe siècle. Ramené en France vers 1930, il intègre successivement les collections du musée ethnographique du Trocadéro, puis du musée de l'Homme, avant de rejoindre les collections africaines du Quai Branly en 2006. Le son de ce tambour à fente, qui est taillé dans un tronc d'arbre, de bois dur, permettait de communiquer via le langage tambouriné. Il est devenu le symbole de la résistance anticoloniale, puisqu'il permettait de communiquer entre villages et de se cacher pendant la colonisation. La restauration de ce tambour de guerre terminée, il sera mis en caisse, prêt à repartir en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Une restitution qui devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2023. On termine avec cette information sportive et l'événement qui cristallise l'actualité. C'est bien sûr la finale du championnat d'Afrique des Nations 2023. Les Fennecs d'Algérie, hôtes du tournoi, devront terrasser les Lions de la Teranga demain samedi pour espérer garder le trophée à domicile. L'analyse de ce duel avec la rédaction d'Africa 24.
L'Algérie, pays hôte du CHAN 2023, est en finale. Les Fennecs Majestion ont remporté la demi-finale face au Niger par un score de 5-0. Les poulains de Majid Bouguera ont fait la différence en première période grâce à des réalisations d'Abdelawi, un doublé du meilleur buteur de la compétition Aymen Mayous, un but de Katakoré contre son camp et un but en fin de partie de Sofiane Bayazid. La finale face au Lion, je pense qu'elle va être très difficile malgré peut-être le message fort envoyé par l'Algérie face au Niger avec cette large victoire 5-0. Et encore une fois, un nouveau match sans encaisser le moindre but. L'Algérie se présente certes en tant que favori parce qu'elle organise, parce qu'il y a le soutien populaire et on a vu combien il était important hier à Oran. Mais ça reste une finale et une finale, comme on le sait, c'est d'abord un match qui se gagne. S'il y a des choses peut-être à faire, c'est de garder la même motivation. Lors de la deuxième demi-finale de la compétition, les Lions à prime de la Teranga, pour la première fois de leur histoire, ont obtenu une qualification à la finale du CHAN grâce à un but de Pape Amadou Diallo face au Madagascar. Moi, ça me faisait mal de voir que notre football local était sous-estimé. Aujourd'hui, voilà, les gamins ils sont venus dans ce championnat vraiment très relevé et montrer que notre football est loin de ce que les gens pensent. Et voilà, aujourd'hui, on est en finale, on est content, on est heureux. Donc, on aimerait bien partir avec la coupe. Entamée le 13 janvier, la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations affiche une finale inédite le 4 février. L'Algérie, pays hôte, sera face au Sénégal qui signe son grand retour après 12 ans d'absence. Madagascar, arrivé en demi-finale pour sa première participation, essaiera de rentrer avec la médaille de bronze face au Niger le 3 février. C'est donc ici que s'achève l'édition de l'information de ce vendredi. Merci de nous avoir suivis et restez connectés au programme de A12 Télévision, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Au revoir.